bien vu, Gilbert, que ce n'était pas un élément d'ajout à l'ordre du jour, mais un appel à une prochaine réunion, et donc celui-ci a été entendu. Donc, s'il n'y a pas d'autres éléments, donc je considère que l'ordre du jour est adopté. Je vous propose donc de passer au deuxième point de l'ordre du jour, qui est l'examen du projet de rapport développement et sécurité dans la région du Sahel, donc de notre collègue et ami Ahmed Berat Konkar, donc de la Turquie, qui est le rapporteur de notre groupement. Donc je vais à présent passer la parole donc à notre rapporteur, Ahmed, afin qu'il nous présente son projet de rapport. Il a pour thème le développement et la sécurité dans la région du Sahel. C'est un sujet très important qui nous concerne tous. Vous connaissez bien sûr l'engagement de mon pays, la France, dans la région. Et donc, je suis particulièrement intéressé par la présentation de ce rapport et j'ai hâte d'attendre vos contributions. Donc, cher Ahmed, la parole est à vous. Et donc, je vous cède la parole. Chairman Folio, I would like to... Merci, Monsieur le Président. Alors, j'aimerais vous présenter, vous souhaiter la bienvenue, en fait, de ma part, de la part de mes collègues. Alors, j'aimerais aujourd'hui vous présenter le premier projet du rapport sur les développements dans le Sahel. Comme vous savez, chers collègues, la région du Sahel est une vaste région. Elle s'étend de la Mauritanie au Soudan et abrite environ 150 millions de personnes. Comme l'indique le rapport qui précède, l'insécurité se propage au-delà des frontières poreuses avec des répercussions dramatiques pour les habitants de la région et ses voisins. Cette aggravation de la situation sécuritaire appauvrit une région déjà accablée d'inégalités et d'exclusion sociale et politique. Mon rapport note que des mouvements armés liés à Al-Qaïda ou à Daesh opèrent désormais dans tout le centre du Sahel. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso en particulier ont subi à plusieurs reprises des attaques terroristes contre les forces de sécurité, les institutions publiques, les acteurs du secteur privé, les travailleurs humanitaires et les civils. Les mouvements extrémistes violents au Sahel sont cependant fortement fracturés. Pourtant, ils exploitent des circonstances économiques et sociales difficiles, en particulier dans les zones rurales. Les personnes démunies ont un accès limité à la justice et bénéficient de peu ou de pas du tout de protection de l'État. Une profonde crise de confiance est apparue, laissant de nombreuses personnes vulnérables à un type de propagande qui exploite et interprète mal le concept islamique du djihad. Le rapport examine également la dimension climatique des défis économiques et de sécurité de la région. Le manque d'accès à l'eau pour l'irrigation, les sols pauvres, la sécheresse ainsi que l'emploi limité dans les villages ruraux ont sapé les économies pastorales et agricoles. Cela est devenu un catalyseur à la fois pour les migrations massives et la violence, malheureusement. La migration en provenance des pays du Sahel est devenue une source de graves préoccupations dans la région elle-même, mais aussi en Afrique du Nord et en Europe. Les itinéraires de migration sont dangereux et ceux qui font le voyage risquent d'être victimes de groupes criminels. En Europe, il y a également eu un contre-coup politiquement puissant contre l'immigration.
Elle persiste alors même que le taux de migration vers l'Europe a ralenti de façon importante. La situation humanitaire dramatique des migrants, le manque de coordination et de solidarité entre les États membres de l'Union européenne, ainsi que le partage très déséquilibré de la charge de la prise en charge des migrants et des réfugiés est profondément préoccupante. La simple fermeture des frontières avec l'Europe ou à l'intérieur du Sahel n'est pas une solution. La fermeture des frontières entre les pays du Sahel pourrait avoir des conséquences dévastatrices sur la structure économique de la région et les stratégies de survie des communautés déjà marginalisées et fragiles. Le rapport note que les trafiquants de drogue et d'armes et les trafiquants d'êtres humains suivent souvent les mêmes voies que les groupes extrémistes violents. Il existe clairement de nombreux liens entre les organisations terroristes et criminelles. Les trafiquants ont également les ressources et les incitations pour corrompre les hauts fonctionnaires. La circulation généralisée d'armes militaires au Sahel a essentiellement militarisé les acteurs criminels. Le trafic d'armes menace ainsi la sécurité régionale, tandis que le trafic de drogue perturbe les économies locales. Tous deux augmentent le niveau de violence, empoisonnent les relations intercommunautaires et sapent le respect de l'autorité traditionnelle et des institutions étatiques qui se sont affaiblies au cours des dernières années. Même si, bien que la région soit très jeune sur le plan démographique, les jeunes de la région manquent d'opportunités économiques. Les conditions de vie précaires et la marginalisation sociale empêchent effectivement les jeunes chômeurs de se marier et d'acquérir un statut social dans la société. Ce type de marginalisation s'est avéré fondamentalement déstabilisateur pour les pays du Sahel. La corruption pose plutôt un autre défi sérieux au développement et à la sécurité. Il a alimenté une crise de confiance du public dans les institutions publiques et soulevé des préoccupations fondamentales quant à leur légitimité. Le mécontentement face à la mauvaise gouvernance est répandu au sein de la population des pays du Sahel. Il est également important de mentionner la montée des milices d'autodéfense qui, aujourd'hui, contribuent à la violence. Ça montre le débordement inquiétant de la violence dans la région. Le rapport suggère également que des réponses purement militaires à la crise de sécurité croissante risquent de plonger la région dans un cercle vicieux. En effet, les opérations militaires de lutte contre le terrorisme peuvent parfois imposer des coûts élevés aux populations locales, poussant davantage d'habitants entre les mains de groupes extrémistes violents. Des arrestations arbitraires et des exécutions extrajudiciaires par des membres des forces armées des pays du Sahel ont été documentées par des organisations des droits de la personne. Soumettre des membres de certaines communautés ethniques à ces mauvais traitements aggrave le problème en creusant l'écart entre les États sahéliens et leurs citoyens. On craint maintenant que la pandémie de COVID-19 ne fournisse un autre prétexte à la répression des libertés civiles.
et offre ainsi aux groupes extrémistes violents de nouvelles occasions d'étendre leur influence. Chers collègues, le fossé grandissant entre la société et les États, incapables d'offrir de l'espoir pour l'avenir, a ouvert la porte aux extrémistes violents pour se retrancher dans le tissu des sociétés sahéliennes. Les groupes extrémistes offrent des salaires aux hommes vulnérables qui n'ont pas d'autres sources de revenus. Pour certains combattants, rejoindre un groupe extrémiste violent peut augmenter leurs revenus d'un facteur 20. Le rapport suggère également que les groupes extrémistes, que l'appel plutôt du soi-disant djihad mondial, a beaucoup moins de poids que la détention illégale d'un proche, la lutte pour l'accès au pâturage ou la quête de reconnaissance au sein du village. Les groupes extrémistes violents sont parfois perçus par les communautés locales comme un moyen de rétablir la loi et l'ordre. Voilà à quel point les conditions sont désespérées, parce que ces groupes n'offrent pas de véritables solutions. Le rapport étudie également le rôle joué par les organisations régionales et internationales, y compris l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. La France a joué un rôle moteur dans le renforcement de la sécurité au Mali. Les alliés américains et européens fournissent, pour leur part, un soutien très important à cette action, mais beaucoup plus d'efforts sont nécessaires. L'opération Barkhane en France a connu des succès tactiques, mais elle ne peut pas aboutir à une solution politique et ce n'est pas son objectif. Son objectif est plus limité, attirer les groupes terroristes sur le terrain militaire et les rendre vulnérables aux armées locales. L'espoir, c'est que cette opération va renforcer la capacité des États sahéliens à affirmer leur pleine autorité sur leur territoire. Mais il reste bien sûr du travail à faire. Mon rapport conclut qu'un cadre plus cohérent de coordination entre les différents acteurs internationaux opérant dans la région est nécessaire. La communauté internationale se concentre souvent trop sur le défi que représente le terrorisme et pas assez sur ses sources, les sources du terrorisme. De nouvelles approches sont requises. Les acteurs internationaux et les gouvernements de la région ont besoin de nouvelles approches plus innovantes pour stabiliser la région et relever des défis politiques, sociaux, économiques et de sécurité plus persistants. Le terrorisme et les migrations représentent des problèmes très complexes et donc les solutions simples ne fonctionneront pas et les initiatives militaires ne suffiront certainement pas à elles seules à résoudre les problèmes sous-jacents. De plus, l'hostilité croissante envers la présence étrangère dans la région nécessite également un examen attentif. On ne comprend pas bien les actions et les mandats de ces forces et donc il faudra traiter de ce problème par l'entremise de programmes de sensibilisation et en prenant des contacts étroits avec les acteurs de la société également. En définitive, les réponses militaires et humanitaires, même bien coordonnées, ne sauraient se substituer à des solutions véritablement politiques. Un nouveau contrat social est nécessaire entre les États du Sahel et leur population. Les gouvernements doivent restaurer leur pertinence en fournissant des services de base adaptés à la diversité de cette région.
Il faut davantage d'énergie politique et de ressources de la part de la communauté internationale pour soutenir ces objectifs et favoriser un véritable dialogue à tous les niveaux de ces sociétés. De plus, la migration irrégulière, la criminalité organisée et le terrorisme dans le Sahel capitalisent sur la faiblesse de cette région pour représenter une menace à l'échelle de la région. La Libye est dans une certaine mesure, est toujours dans une certaine mesure la base pour c'est toujours une plaque tournante pour les mouvements de migrants et pour les groupes terroristes également, et pour les trafiquants. Les défis représentés par les États du Sahel et l'instabilité en Libye touchent, fait en sorte que ces pays sont interdépendants et le Sahel, on pourrait contribuer à la lutte contre le terrorisme et au développement économique et traiter le problème de la migration clandestine dans le Sahel et dans la région de la Méditerranée méridionale. Et par conséquent, en Libye et dans le processus de réconciliation interne à la Libye, il faudrait le faciliter en nous basant sur l'accord politique de 2015 et sur ses institutions. Et avec la résolution 2259 des Nations Unies et avec les autres résolutions connexes du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'aimerais étendre mon rapport à l'avenir avec les contributions de mes collègues des pays membres de l'OTAN et également des collègues des pays de la Méditerranée pour pouvoir tenir compte des développements récents dans la région du Sahel qui sont liés au développement en Libye. Et comme l'a proposé le président Attila Mestarazi, j'aimerais également remercier le président et notre secrétariat, Paul Cook et Anne-Laure, pour leur contribution à la préparation de ce rapport. Et je suis maintenant disposé à entendre vos observations, recommandations. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, pardon. Je voudrais, mon cher Ahmed, vous remercier pour la qualité de votre présentation. Donc, alors j'ai vu qu'il y avait de nombreuses demandes de parole. Donc, si je les prends dans l'ordre, donc en premier, donc c'est notre collègue Manoussos Vouloudakis, pardon, de la Grèce. Tout de suite. Alors, visiblement, il y a... Il semblerait que nous ayons un problème avec Monsieur Vouloudakis. On va essayer à nouveau, Monsieur le Président. Je vais... Ah, non. Donc, je vais vous proposer, je vais prendre dans l'ordre, donc, notre collègue Oudeki Lone. Madame Loun, on va vous donner la parole tout de suite. Peut-être en l'attente pour meubler. Perfect. Ah, voilà. Allez-y.
chers collègues. Perfect. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci. Alors, merci infiniment pour ce rapport très intéressant et merci d'avoir attiré notre attention sur ce cercle vicieux dans la région entre les faiblesses économiques et la stabilité politique et sécuritaire. Et donc, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que même si le Sahel est une plaque tournante pour le trafic de migrants et de drogue, et même si il y a tout de même des infrastructures très importantes qui ont été construites à l'appui de ces activités. Et donc, on risque de créer des infrastructures encore plus importantes si la coopération n'est pas suivie de mesures également pour assurer la sécurité. Donc, je pense qu'on peut je pense qu'il est important de ne pas réactiver, trop mettre l'accent sur les connexions nord-sud, mais plutôt développer des liens est-ouest pour que les liens à l'intérieur des pays du Sahel, entre les pays du Sahel, puissent se développer également. Ce qui nous amène au fait que pour cela, il faut également libérer la région il faut libérer la région de toute devise qui n'est pas directement liée à l'économie de la région. Et donc, on a un peu une occasion manquée dans ce domaine. Alors, tant que les pays du Sahel vont utiliser des devises qui sont surévaluées, les populations de la région n'auront pas le choix de se tourner vers ces trafics lucratifs. Alors, que pensez-vous? Est-ce qu'on pourrait peut-être ajouter un paragraphe ou certaines réflexions sur les politiques monétaires également dans la région du Sahel, puisque c'est un outil vital pour renforcer les pays de la région et pour donner au Sahel pour assurer au Sahel son propre développement. Donc, comme vous le dites dans le rapport, vous dites que l'Afrique pourrait vraiment être développée par les Africains. Merci. Et les autres demandes de parole, donc Sonia Krimi. Madame Krimi, nous allons vous donner la parole tout de suite. Chère Sonia. Bonjour. Bonjour, bienvenue depuis Paris, depuis l'Assemblée nationale. Ravie de vous voir et de vous accueillir tous dans ce petit bureau. J'aimerais apporter d'abord, je remercie Berat Cognar pour la qualité de son rapport. Je trouve que le rapport est très englobant parce qu'il insiste bien sur les deux aspects essentiels qui caractérisent la crise du Sahel. Le premier aspect, c'est la complexité du lien entre développement et sécurité, et ça, monsieur le rapporteur, vous l'avez bien détaillé, la notion de développement, d'indicateurs économiques, plus la solidité des liens entre gouvernance démocratique et parfois la pauvreté, le manque de perspectives économiques, la violation des droits aussi humains, la corruption, la faiblesse de structures étatiques, et j'en passe. Vous faites un premier aspect, un premier bilan qui est très, très intéressant, et même, je dirais, si je m'abuse, très agréable à lire. Donc, bravo et merci beaucoup. Le second aspect, c'est le risque de la faiblesse, avec des États, bien évidemment, qui ne contrôlent pas leurs frontières et leur territoire.
et j'y reviendrai après dans mes remarques. Vous avez insisté beaucoup sur les sanctuaires pour les groupes criminels, sur l'espace de transit de trafic, sur les bases arrières de ces groupes terroristes qui permettent à ceux-ci de développer leur action à grande échelle. Et c'était un travail très très appuyé sur ces 2 points, donc je vous remercie énormément pour la qualité de ces développements. Nous avons quelques points qu'on souhaite développer avec vous ici. On vous transmettra, si vous voulez, monsieur le rapporteur, nos remarques sous forme écrite, et on aura un petit échange d'ici la version définitive de votre rapport. Alors on verra avec vous si c'est sous forme d'amendement, si vous souhaitez modifier quelques passages. En tout cas, je vous les détaille aujourd'hui et vous nous en dites par la suite. La première, c'est la motivation de l'Europe et ses États membres. Il y a une présentation de l'Europe principalement qui sera principalement motivée par la crainte d'une émigration massive, avec en conséquence un risque de fuite des fonds destinés à l'aide publique au développement vers des programmes de contrôle de frontières. Nous pensons, en tout cas en France, si les États qui se relèvent ici sont incapables d'exercer leurs responsabilités régaliennes, c'est nos propres frontières qui sont touchées par la suite. D'abord, pour cela que la France est présente, comme vous le savez, au Sahel, mais à la demande de ses chefs d'État des pays concernés. Et d'ailleurs, l'Europe, elle s'engage aux côtés de la France et des États sahéliens pour parvenir à la stabilité du continent africain et à notre sécurité collectif. Le sommet de Nouakchott précise ce point-là. Donc, on vous enverra un petit peu plus, la motivation de l'Europe et de ses États membres, c'est pas juste cette émigration massive, mais c'est aussi une demande légitime de sécurisation de ces frontières. La deuxième remarque, si vous me le permettez, chers collègues, c'est le dilemme pour la communauté internationale entre laisser le chaos s'installer ou en intervenant et prendre le risque de focaliser sur elle les hostilités. Vous savez plus que moi ce qui s'est passé en Irak avec les États-Unis, comment les critiques se sont focalisées. C'est pas du tout la même chose, mais on essaye un peu de voir, en tout cas quand il y a des interventions comme celle-là, vous savez très bien que les populations se retournent souvent contre les pays qui ont engagé ces interventions sur le terrain. Donc, cela fait écho d'ailleurs à tous les critiques adressées à la présidence française, qu'elle que soit ancienne et présente, et nous le comprenons parfaitement. Le 60e anniversaire d'ailleurs des indépendances de tous les pays du Sahel qui était à Pau, il réaffirme il y a une réaffirmation en tout cas commune que la France maintienne à côté des pays sahéliens son engagement dans la région. Les ambassadeurs des pays concernés au Parlement français, à l'invitation, bien évidemment, de notre collègue Christian Cambon, qui est le président de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères à notre Sénat. Donc, ce paradoxe, monsieur le rapporteur, vous le retrouvez dans le paragraphe 42, que nous, on trouve qu'il n'est pas un paradoxe. Si vous pouvez préciser dans le cadre de cette coordination entre le paragraphe 35, le paragraphe plutôt 35 et le paragraphe 80. Je finirai et je vous enverrai une 4e remarque et une 5e parce que ça va être trop long si et non, et on peut échanger directement après, sur les objectifs de Barkhane. J'attire votre attention au paragraphe 42, le paragraphe 41 et le paragraphe 62. Je fais un petit rappel juste pour finir que la France paye le prix du sang, également aux côtés des soldats sahéliens, 10 soldats morts au Mali au cours de l'opération Serval et 35 militaires tombés dans l'exécution de leur mission depuis le lancement de l'opération
Barkhane, dont le fils de notre collègue que vous connaissez tous, Jean-Marie Bockel, qui est notre collègue sénateur avec nous, et nous restions bien évidemment la France partenaire avec nos partenaires africains qui payent aussi une tribune, en fait, qui payent aussi un lourd tribut. Donc, je lance un hommage à tous nos morts, tous les morts soldats africains et français et tous les soldats qui se battent pour la liberté. La population civile au Mali ou au Burkina Faso, au Niger, qui souffrent des attaques impitoyables de ces groupes armés, et elles sont de plus en plus nombreuses, monsieur le rapporteur, vous le savez. Dans le paragraphe 64, vous mentionnez, au mieux, on ne peut espérer que Barkhane augmentera la capacité des pays sahéliens d'exercer pleinement leur autorité sur leur territoire respectifs. Donc l'objectif ici, c'est de mettre les forces des pays du G5 en capacité de prendre leur charge à la protection de leur population et permettre le retour de l'État. Il ne faut pas donc attendre de Barkhane en fait, de cette opération, ce qu'elle ne peut pas faire. On ne peut pas attendre que l'opération de Barkhane, et vous le savez très bien, vous battez contre le terrorisme, et la Turquie se bat ardemment contre le terrorisme, et vous savez très très bien qu'on ne peut pas éradiquer cela et que les sources de ce mal sont très très diverses. Donc on ne peut pas demander qu'à l'opération Barkhane d'éradiquer ce mal, et ça c'est le paragraphe 42, monsieur le rapporteur, tout comme l'opération Serval ne pouvait pas à elle seule déstabiliser le Mali, et vous mentionnez cela dans le paragraphe 41 et paragraphe 62. Je m'arrêterai là, parce que sinon je vais être trop lente. Et si vous nous permettez, monsieur le rapporteur, de vous transférer nos remarques par écrit. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, chère Sonia. Vous avez en commun tous les deux avec Ahmed d'avoir un halo de lumière derrière vous en perspective. Je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole. Monsieur le Président, nous avons 3 autres demandes de parole. Je ne sais pas si vous voulez les grouper toutes ensemble ou si vous préférez prendre d'abord ces 2 questions. Non, on va peut-être toutes les grouper, comme ça sera. Très bien. Alors, il me semble que nous avons, si je ne me trompe pas, monsieur Çaki Rozer de Turquie, monsieur Voloudakis de Grèce et monsieur Formentini d'Italie. Bon, mais écoutez, on va leur proposer de prendre dans l'ordre. Donc, monsieur Çaki Rozer de Turquie, dans ce cas-là, en premier. Monsieur Çaki Rozer de Turquie a la parole. Mr. Chairman, could you hear me? Allez-y. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. Allez-y. Yes. First of all, hello to everybody. It's good to see you and hear you. Tout d'abord, bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir après tout ce temps. Tout d'abord, je vous souhaite d'être en bonne santé. Je remercie mon cher collègue Berat pour ce rapport très complet qui vient à point nommé, en effet. Je souhaiterais citer un certain nombre de questions, d'éléments afin d'enrichir son rapport. En tant que pays destinataire et pays de transit des migrants, notre pays, la Turquie, estime effectivement qu'il est très important de s'attaquer aux causes sous-jacentes des migrations illégales. La sécurité de la zone du Sahel est essentielle non seulement pour la région elle-même, mais pour le continent et au-delà. C'est quelque chose qui a un impact sur tous nos pays. Afin de combattre toutes les formes du terrorisme, il faut une approche globale avec la participation de tous les États ainsi que les organisations internationales. Nous avons beaucoup réfléchi aux causes et causes sous-jacentes du terrorisme, mais sur le continent africain,
il y a d'autres causes sous-jacentes qui sont en jeu, manque de nourriture, manque d'eau, des pénuries en tout genre. L'Afrique, comme le rapport le souligne, est le théâtre de toute une série de phénomènes très importants, donc il faut se concentrer sur les causes sous-jacentes. D'ailleurs, je pense que les messages que comporte ce rapport sont très importants, très efficaces, notamment lorsqu'il s'agit du lien entre la région du Sahel et les crises internationales, notamment la situation en Libye. Donc là, je rejoins totalement Berat dans ses conclusions en ce qui concerne la crise en Libye. C'est vrai que le sommet de Berlin et les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU doivent être respectées, doivent être maintenues. C'est vrai que trouver une solution pour la crise en Libye peut avoir un impact sur la situation au Sahel. Et de la même manière, améliorer la situation au Sahel aurait un impact direct sur la crise en Libye. Les deux sont liés. Donc en effet, il convient de se concentrer sur les causes sous-jacentes de toute cette situation. Les questions dans les Sahel, que ce soit le terrorisme, le développement ou autre, tout cela a un impact très important sur d'autres phénomènes, comme par exemple l'immigration. Donc je tiens à féliciter Berat pour son rapport. Et comme je le disais, effectivement, il faut se concentrer sur les véritables racines du problème, notamment pour l'immigration. C'est la situation au Sahel qui est une cause sous-jacente. Merci beaucoup. La parole est de Monsieur Voloudakis de Grèce. Voilà, donc la parole est à notre collègue, donc Voloudakis de la Grèce. Avec Monsieur Voloudakis. Je vais passer à Paolo Formentini d'Italie. Cher Paolo, je vous demanderai aux uns et aux autres d'être concis dans vos interventions parce que je crains que nous débordions et que nous ayons du mal après à pouvoir aller au bout. In Italian, may you hear me? Vous m'entendez? Je vais m'exprimer en italien. Monsieur le rapporteur, j'ai lu attentivement votre projet de rapport sur la situation dans le Sahel. Vous avez évoqué les grands défis qui émanent de cette région, défis qui se posent pour l'Alliance. En tant qu'Italien, je suis bien conscient de la situation dramatique qui règne dans cette région. La France est très présente, nous en avons parlé lors des réunions de l'Assemblée parlementaire. De plus, il faut savoir que l'Italie sera, elle aussi, de plus en plus présente. L'objectif étant de faire face aux défis émanant de la région, la menace terroriste et le trafic des êtres humains mené par des groupes djihadistes. En Italie, tous les partis politiques sont au courant du problème énorme qui se pose dans la région. Donc sur tout le flanc sud de l'Alliance, c'est un problème qui se pose pour tous nos pays. Dans votre projet de rapport, cependant, je ne vois pas combien vous pouvez écrire, d'ailleurs ma délégation va soumettre des remarques écrites à cet égard, comment pouvez-vous affirmer dans votre rapport qu'il faut trouver un nouveau pacte social pour les gouvernements dans la zone?
il ne faut pas laisser entendre que nous pouvons imposer, par exemple, un système démocratique sur ces pays par la force. La parole est de Monsieur Perestrello du Portugal. Alors, notre collègue Pelestrado du Portugal a la parole. Marcos. Mic on. Okay, I think you can hear me now. I would like Oui, merci. Je tiens à féliciter notre rapporteur. Je félicite le rapporteur pour l'excellente qualité de son projet de rapport ainsi que l'excellente présentation de celui-ci. C'est très important, presque tout aussi important que le rapport lui-même. Je remercie aussi le rapporteur d'avoir mis en exergue les causes sous-jacentes de la situation au Sahel et la façon dont nous nous attaquons à ces problèmes. Je vais me permettre de suggérer quelque chose pour votre rapport. En ce qui concerne le terrorisme sectaire, le terrorisme religieux qui s'étend vers le sud sur le continent africain, car nous constatons de plus en plus d'exemples dans le nord du Mozambique d'actes extrémistes, de terrorisme extrémiste, donc avec des motivations religieuses. Il convient effectivement de combattre cette forme de terrorisme où qu'elle soit, et sans doute dans des délais plutôt courts, nous allons devoir aller encore plus loin pour aider les pays africains à combattre ce type de terrorisme. Donc je vais me permettre de suggérer au rapporteur de faire une mention des épisodes de terrorisme qui se multiplient dans le nord du Mozambique. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Donc là, je laisse notre collègue Manoussos Vouloukadis de la Grèce. Monsieur le Président, il semblerait que nous ayons un problème technique avec Monsieur Vouloudakis. On va réessayer une dernière fois. Alors on nous dit qu'il y a un problème technique. Non, il semblerait, Monsieur le Président, qu'on ne soit pas en mesure d'entendre Monsieur Vouloudakis. Ahmed, Monsieur le Président, désolé de vous interrompre, mais nous avons une dernière demande de prise de parole de Monsieur Skayer de Tunisie. Ah, pardon, excusez-moi, je ne l'avais pas vu. Donc, M. Oussama Skayer de Tunisie, vous avez la parole, chers collègues. Yes, thank you for this invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ici. Point important que je veux mentionner. Vous avez parlé des racines de la situation, parce que pour nous, en Tunisie, ces activités, les trafics ont un impact sur notre économie, et ce de manière très claire. On est en situation de crise et on voit une coordination très claire entre ces différents groupes. Il y a une coordination entre les organisations criminelles. On voit cela dans notre voisinage, dans les régions pauvres de notre pays. On voit des citoyens africains qui se rendent dans notre pays. Et
et des organisations utilisent ces personnes et cela a un impact. Je voudrais donc vous remercier d'avoir mentionné justement ce problème du trafic d'êtres humains et je vous invite à examiner cela plus avant, ces réseaux criminels. Se livrent à la traite d'êtres humains et nous essayons de nous doter d'un arsenal juridique. Il s'agit de déclarer qu'il s'agit de traite d'êtres humains. Ce sont plus que des déplacements de population. Et notre question, c'est l'impact qu'ont ces organisations criminelles sur notre économie. Notre pays n'est pas tellement grand. C'est un petit pays. Et la présence d'un grand nombre de ces criminels a un impact sur notre économie. Nous avons vu à de nombreuses reprises que ces organisations criminelles qui se livrent à la traite d'êtres humains arrivent à fomenter des manifestations dans les régions pauvres. Arrivent à pousser des personnes pauvres, poussent ces personnes à menacer la sécurité et à tenter d'émigrer en masse vers l'Italie. Donc, il faut mettre l'accent sur l'impact économique de cette migration économique. Et merci encore pour l'invitation. Voilà. Le problème technique de Monsieur Voloudakis de Grèce. Donc, on pourrait, si vous êtes d'accord, essayer une dernière fois. Alors, on va réessayer effectivement de donner la parole à notre collègue Manoussos Voloudakis de Grèce, s'il nous entend. Hear you? Voilà. I can hear you. Okay. Très bien. First of all, Je vous entends. Merci. Et excusez-moi pour le problème technique. Je voudrais remercier Ahmed Bellat pour ce rapport très intéressant. Un rapport très exhaustif. Et je voudrais compléter. Je voudrais également dire que le rapport ne se porte pas uniquement sur les questions de migration et de sécurité, mais le rapport parle des racines du problème. Nous comprenons tous que les questions sécuritaires et les questions liées au flux migratoire sont des questions urgentes, même si ce n'est pas la racine du problème. Il faut parfois réagir rapidement, urgemment. Et il faut donc prendre cette composante en compte. Une remarque que je voudrais faire, je pense qu'il faut l'ajouter au rapport. Vous avez mentionné, à raison, vous avez décrit la présence et les actions de groupes fondamentalistes islamiques, comme par exemple l'État islamique dans le Sahara qui représente une menace pour la région et c'est une menace pour le flanc nord de la Méditerranée également, c'est une menace globale. Nous avons vu en Libye un
flux de combattants, un afflux de combattants provenant de Syrie. Et c'était des combattants de l'État islamique originel, de Daesh. Et d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, il y a 10 000 combattants syriens, des djihadistes syriens en Libye. Ces djihadistes ont été transférés en Libye par la Turquie. Je sais que c'est une question très sensible. Et j'aimerais vous demander quels sont les risques que représente cette population. Nous avons différents groupes djihadistes qui opèrent dans la région du Sahel. Et ces groupes sont en contact. Et ces groupes sont très proches géographiquement de combattants. Donc les groupes dans le Sahel sont au contact de combattants de l'État islamique qui viennent du Moyen-Orient. C'est une question qui doit être traitée. Je vous remercie, chers collègues. Monsieur le Président, il y a une demande supplémentaire de Monsieur Gutiérrez d'Espagne. Alors, notre cher collègue Gutiérrez d'Espagne, Fernando, vous avez la parole. Et ensuite, nous allons clore ces demandes de parole parce que le temps est parti, à moins que Paul ensuite veuille s'exprimer. Mais voilà. Non. Donc, la parole est à notre collègue donc Gutiérrez d'Espagne. Monsieur le Président, il semblerait que nous ayons un problème d'ordre technique avec Monsieur Gutiérrez. Alors, si Antonio ne peut pas parler, ce que je propose Ahmed, cher Ahmed, de bien vouloir essayer de répondre. Alors, peut-être pas de manière trop précise, parce que je crains que nous ayons des problèmes d'horaire. Mais voilà, de manière globale, sachant qu'ensuite, comme on l'a dit, il y a des interventions qui vont être faites par écrit, ensuite il y aura des corrections, voir ce que le rapporteur accepte de prendre tout de suite comme amendement, ce qu'il va attendre d'avoir par écrit, effectivement, pour pouvoir le jauger. Et puis ensuite, je rappelle que nous débattrons lors d'une prochaine réunion en présentiel, donc de ce rapport pour une adoption définitive. Cher Ahmed, vous avez la parole. Yes. Thank you very much, Chairman Folio. Monsieur le Président, je vais essayer d'être succinct et j'espère pouvoir répondre aux questions posées par mes collègues. Il y a la question de Madame Lone qui a parlé des aspects économiques, la politique monétaire, les questions monétaires dans les pays du Sahel. Je pense que c'est une évaluation exacte et nous pouvons inclure certains de ces aspects, les questions monétaires et financières, et on peut inclure cela et expliquer comment ces questions financières et monétaires ont un impact sur les pays du Sahel. C'est une suggestion tout à fait positive qui apporterait quelque chose au rapport. Concernant les suggestions de Madame Crimi, en particulier en ce qui concerne la position de la France et la contribution de la France aux opérations au Sahel et en particulier au Mali, nous essayons d'utiliser les ressources dont nous disposons, en particulier les ressources fournies par le Sénat français, les sources françaises. Cependant, si Madame Crimi veut nous donner plus de détails et d'autres contributions, si Sonia peut partager cela par écrit,
Nous allons essayer d'incorporer le matériel pertinent au rapport. Je regarde mes notes. Madame Crimi a également donné des détails concernant le G5 et la participation de la France aux questions du G5 Sahel. Nous sommes reconnaissants et nous reconnaissons que la France contribue aux opérations du G5 Sahel également. Et il est important pour nous d'appuyer ce type d'initiative, l'initiative du G5 Sahel en l'occurrence. Tjakou Rozer a parlé des causes profondes de l'immigration illégale. C'est une question très importante. Nous avons mis l'accent sur ce point dans le rapport. Il y a la question de la stabilité en Libye qui a un impact sur toute la région. Je pense qu'il faut accorder plus d'importance à cela dans le rapport. Nous allons accorder plus d'importance à cette question dans le rapport, comme je le disais. Monsieur Formentini a parlé du contrat social dans le rapport. Nous avons dit que nous ne voulons pas imposer un nouveau contrat social qui viendrait de l'extérieur. Nous ne voulons pas imposer un nouveau contrat social à la région. Nous disons juste que les relations entre les populations et les États sont mauvaises et qu'il y a un problème de confiance, une crise de confiance. Le rapport affirme cela et le rapport dit qu'il faut un renouvellement du contrat social et qu'il faut rétablir la confiance dans les gouvernements. Nous pouvons appuyer ces processus, mais bien sûr, c'est une question interne, c'est une décision interne. Notre rôle sera d'appuyer cela et non d'imposer une initiative qui viendrait d'extérieur. Je veux que nous soyons très clairs à ce sujet. J'aimerais remercier notre collègue tunisien pour son point de vue et pour sa contribution au rapport. Nous pensons que l'immigration illégale et le trafic d'êtres humains, nous pensons que ces questions sont très graves et qu'elles ont un impact sur les pays comme la Tunisie. Et nous travaillons ensemble pour comprendre les causes sous-jacentes et pour définir de nouvelles politiques pour aider à contenir ce problème, endiguer ce problème. Il y a des débordements, il y a des extrémistes violents qui proviennent de Syrie. C'est une réponse à mon collègue grec. Il a parlé des combattants extrémistes qui combattent sur différents fronts, dont la Libye. J'aimerais clarifier un point. Il y a le régime Assad. Nous devons faire la distinction de l'extrémisme violent
La Turquie n'a rien à voir avec l'extrémisme violent. Nous avons été la cible de la plupart des attaques terroristes provenant de la part de ce type d'organisation extrémiste. Et c'est un sujet très sensible pour la Turquie. La Turquie combat ces organisations extrémistes. Je ne sais pas si quelque chose m'a échappé. J'attends vos commentaires par écrit pour le rapport. Je vais essayer de les incorporer dans les chapitres pertinents pour améliorer la qualité du rapport et pour qu'on ait une vue d'ensemble. Je souhaite donc remercier tous les intervenants pour leur contribution. Rapporteur général, cher Ahmed, il semblerait que les problèmes de connexion avec notre ami Gutiérrez en Espagne soient réglés. Donc je vais peut-être, Fernando, vous laisser la parole, si vous m'entendez. Fernando, ¿es posible de hablar? I think I'm online now. Can you hear me? Voilà. En ligne, vous m'entendez? J'ai rejoint la conversation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci au rapporteur. Et merci de me donner la possibilité de prendre la parole. Mon intervention sera brève. Ma question a trait au soutien de l'Union européenne. Vous avez parlé le projet dirigé par l'Union européenne, donc le projet qui est appuyé par les pays de l'Union européenne. J'ai entendu durant la présentation initiale, fait par le rédacteur et M. Berat, je vous remercie pour ce rapport qui est très détaillé et qui traite tous les différents aspects qui nous préoccupent dans la région. Dans la présentation initiale, vous avez mentionné quelque chose, vous avez dit qu'il y avait un manque de solidarité de la part des pays de l'Union européenne par rapport aux frontières qui sont fermées aux migrants. Je pense qu'il y a un véritable problème et nous essayons de résoudre ce problème grâce à ces projets dirigés par l'Union européenne, parce qu'on comprend que personne ne quitte son pays s'il n'y a pas un besoin, une raison. Ces personnes qui quittent leur pays sont incitées à quitter leur pays par les trafiquants, ou sinon ces personnes n'ont pas la possibilité d'avoir une vie correcte dans leur pays. Et nous avons compris cela en Espagne. La plupart des pays européens tentent de promouvoir ce type de projet et ne se contentent pas de verser des financements, mais essayent de piloter ces projets sur le terrain afin d'assurer la sécurité, la sûreté des populations locales et des acteurs présents dans la région. Je pense que c'est ce type de soutien que les pays européens peuvent fournir en collaboration avec les pays présents dans la région, parce qu'il s'agit du principal instrument dont nous disposons pour lutter contre les migrations involontaires qui touchent bon nombre de pays, avec des problèmes non seulement de manque d'opportunités économiques, mais également de présence de réseaux de traite d'êtres humains. Donc merci beaucoup pour ce rapport. Nous ferons parvenir nos commentaires par écrit dans les temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai bien pris note de vos commentaires et j'aimerais vous remercier pour votre contribution à mon rapport. Merci beaucoup. À toutes et à tous donc pour vos propos, pour vos paroles.
vos interventions. Merci à notre rapporteur donc d'avoir bien pris note de tous ces éléments. Et donc ensuite, nous allons pouvoir, dans le cadre donc d'une prochaine réunion, pouvoir parler de ce rapport et l'adopter. Maintenant, l'ordre du jour appelle l'examen du rapport spécial sur la pandémie de Covid-19 dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, donc que je vais avoir l'honneur de vous présenter. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la stabilité de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, et la stabilité économique comme sur le plan de la sécurité est essentielle à l'équilibre mondial et affecte directement les pays de l'Alliance. C'est pour cela que le GSM a tenu à consacrer un rapport spécial à ce sujet. J'ai l'honneur de vous le présenter aujourd'hui à ma qualité de président du groupe spécial Méditerranée-Moyen-Orient. Le Covid-19 est apparu pour la première fois dans la région Moyen-Orient-Méditerranée en janvier 2020 aux Émirats arabes unis. Depuis lors, le nombre de cas signalés dans la région a considérablement augmenté. Comme ce rapport l'explique, les effets sanitaires de la pandémie auront un impact très important sur la région. Arrêt de production, chute des échanges commerciaux, effondrement des prix de l'énergie et impact sur les industries du voyage et du tourisme très fortement touchées. À l'exception de l'Iran et de l'Égypte, qui semblent se trouver actuellement au pic de la pandémie, je témoigne ma sympathie aux délégués égyptiens qui sont présents aujourd'hui. Et par rapport à l'impact sanitaire direct du Covid-19 sur les populations du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, en fait, on a pu constater qu'il était moindre qu'anticipé initialement. En comparaison avec la France et plusieurs pays alliés, tels que l'Italie, les États-Unis ou l'Espagne, et à qui je souhaite adresser ma plus grande solidarité, la région Moyen-Orient-Afrique du Nord a été relativement épargnée. Peut-être le fait que l'âge médian des populations soit plus bas explique en partie des taux de décès relativement faibles dans ces pays de la région. Mais l'action des États n'est pas négligée. Très rapidement, ils ont pris la menace sanitaire très au sérieux et ont adopté des mesures très strictes et efficaces afin de protéger la population. La catastrophe sanitaire redoutée n'a donc fort heureusement pas eu lieu, et en tout état de cause, pas au niveau où nous l'attendions ou nous le redoutions. Mais ce bilan positif ne doit pas occulter l'ampleur des défis liés à la pandémie, auxquels cette région sera confrontée et qui, à certains égards, la frappe d'ores et déjà, comme c'est le cas dans nos propres pays. La pandémie du Covid-19 n'a pas dit son dernier mot et nous devons tous rester vigilants. Nous devons nous préparer à faire face à une crise de grande ampleur. De nombreux systèmes de santé de la région sont défaillants et l'accès à des soins médicaux adéquats reste impossible et pour une grande partie de la population. À ces carences s'ajoute aussi aujourd'hui la réduction des importations et les pénuries de matériel médical liées aux perturbations du commerce mondial. Au Yémen, en Libye ou en Syrie ou encore dans la bande de Gaza, les systèmes de santé ont été anéantis par des années de guerre. En Iran, les sanctions ont considérablement affaibli le système de santé. Dans les pays de Golfe, les services de santé ont subi une pression importante du fait de la pandémie. Le grand défi est aujourd'hui de débloquer des moyens suffisants pour permettre un appui financier de ces systèmes de santé. L'autre grande priorité est de protéger les populations vulnérables. Le Covid-19 pose en effet un risque sanitaire particulier pour les réfugiés, les femmes et les enfants. Dans les pays en guerre et dans les camps de réfugiés et de migrants de la région, le Covid-19 est une crise dans la crise. Plusieurs millions de personnes vivent au jour le jour pour des espaces surpeuplés et insalubres. Quand il y a un puits pour quelques dizaines de milliers de personnes, il est particulièrement difficile de faire respecter les règles donc, de distanciation physique. Pour une grande majorité de personnes, sortir est une question de survie, même si cela
signifie aussi de prendre le risque de contaminer et d'être contaminé. Sans travail, ces personnes ne mangeront pas le lendemain. Le confinement et la distanciation sociale sont alors, comme je le disais tout à l'heure, difficilement applicables. Une crise alimentaire toucherait en particulier les femmes et les enfants qui sont plus particulièrement vulnérables. Au-delà des effets dévastateurs sur la santé, le Covid-19 provoque déjà des turbulences économiques considérables. Baisse de la demande intérieure et extérieure, réduction des échanges commerciaux, perturbation de la production, effondrement des investissements étrangers et ce que j'ai dit tout à l'heure aussi par rapport au tourisme, car les finances publiques de pays dont les hydrocarbures ou le tourisme représentent un apport majeur ne vont plus pouvoir compter sur ces revenus substantiels. L'accord entre les pays exportateurs de pétrole en avril pour réduire la production mondiale est arrivé trop tard et n'a pas empêché une baisse spectaculaire du prix du baril. Cette baisse est directement liée à la baisse de la consommation mondiale et à la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie. Il faudra des mois pour corriger ce déséquilibre du marché qui a joué sur le gaz, entre autres, et toutes les autres énergies fossiles. Dans ce contexte, il est difficile d'imaginer la mise en œuvre de réformes sociales, économiques et financières pourtant nécessaires dans la région et dans les pays qui la composent. En Algérie, au Koweït, en Arabie saoudite, ces ambitions réformatrices ont déjà été revues à la baisse. On constate déjà que la pandémie porte un coup double à la région en affaiblissant une économie déjà fragile. Cette situation économique risque d'accentuer la précarité d'une partie de la population et d'entraîner une nouvelle vague d'instabilité sociale. Avant l'arrivée du Covid-19, des mouvements de contestation sociale ou de transition politique traversaient déjà certains pays. La pandémie et les mesures de confinement ont momentanément réduit au silence donc ces demandes. Mais ces soulèvements ne devraient pas rester, entre guillemets, gelés très longtemps. Ils pourraient reprendre de plus belle, enflammés par la crise économique et les conditions de vie qui se dégradent. Cette instabilité et ces frustrations pourraient aussi profiter aux mouvements terroristes de la région. Je souhaiterais insister sur un autre effet de la pandémie. En plus de mettre en évidence et d'accentuer les fragilités au sein de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, le Covid-19 révèle les grandes inégalités et les rivalités qui les caractérisent. Nous devons rester attentifs aux disparités régionales, aux disparités au sein des populations et des États, que les conséquences économiques et sanitaires vont gravement accentuer. Nous devons également rester très attentifs à ces rivalités régionales et au nom de la lutte commune contre la pandémie, des formes timides mais inédites de coopération ont vu le jour, par exemple, entre le Hamas et l'autorité palestinienne et Israël. Cela n'a pas empêché le gouvernement israélien de rappeler son intention d'annexer d'ici la fin de l'été l'économie israélienne en Cisjordanie, ce qui fait écho à ce que disait notre collègue Roger tout à l'heure. La communauté internationale doit rester mobilisée. Les contraintes budgétaires à travers le monde risquent de diminuer l'aide internationale au développement et à l'accueil des réfugiés. La région Moyen-Orient, Afrique du Nord, en serait dramatiquement et durablement impactée. Sur le plan humanitaire, l'absence de réponse coordonnée pourrait favoriser l'apparition de nouveaux foyers de tension dans la région, ou voire même entraîner une forme d'implosion. La priorité doit être donnée aux personnes déplacées et aux réfugiés, ainsi qu'aux femmes et aux enfants. Il nous faut répondre aux besoins humanitaires de base. Quoiqu'il me paraît essentiel de rappeler que si, mus par l'énergie du désespoir, des millions de personnes n'avaient pas d'autre solution que d'essayer de fuir cette situation, eh bien nous devrions après en assumer les conséquences. Donc les gouvernements de nos pays doivent travailler en étroite concertation avec le gouvernement de la région. Nous devons nous assurer que les ressources nécessaires à cette aide au développement
seront prévues dans tous les plans de relance de chacun des pays membres de l'Alliance. Par ailleurs, le Covid-19 a mis en évidence le caractère inextricable des tensions et des conflits régionaux. La communauté internationale doit être présente pour encourager toutes les formes de coopération qui ont vu le jour et ouvrir ainsi de nouvelles voies diplomatiques. Je vous remercie une fois encore pour cette parole et je m'excuse d'avoir écouté ces propos. Et donc, j'ai été peut-être un peu long et donc je vais vous demander, donc pour celles et ceux qui souhaitent prendre la parole, donc de s'exprimer. Pour l'instant, je ne vois personne, mais je pense que ça ne va pas tarder. Nous allons avoir une vingtaine de minutes donc pour cette partie échange et dialogue. Comme je l'ai dit pour le précédent rapport, celui-ci donc sera discuté lors de notre prochaine session. Je vous proposerai de nous faire passer par le biais de Paul, donc, que je remercie donc, pour l'aide précieuse qu'il a apportée pour la rédaction de ce rapport. Donc je demanderai à chacune et à chacun et à chaque délégation de bien vouloir aussi, au-delà des interventions qui vont avoir lieu maintenant, donc de pouvoir que chacune et chacun puisse envoyer donc par écrit les remarques. Alors, je ne sais pas. Monsieur le Président, nous avons une demande de prise de parole de notre secrétaire générale, Roxandra Popa, et j'en profite pour rappeler aux membres que s'ils souhaitent prendre la parole, il leur suffit de cliquer en bas, plus ou moins à droite de leur écran, sur le bouton qui dit « Request to speak », et ensuite on pourra leur donner la parole. Merci. Madame la secrétaire générale, chère Roxandra, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je me suis permise, comme vous n'aviez pas encore d'autres intervenants, je voulais prendre la parole pour saluer votre excellent rapport que j'ai lu avec intérêt et vous demander votre opinion sur le fait que l'OTAN a apporté son assistance à plusieurs partenaires pendant cette crise du Covid, mais il ne me semble pas, et je parle sous le contrôle des collègues de l'OTAN qui participent à cette réunion également, il ne me semble pas qu'il y ait eu d'assistance envers des pays de la région Méditerranée, Moyen-Orient. Or, il me semble que toute opportunité pour l'OTAN de non seulement aider ces pays partenaires dans cette région, mais aussi en quelque sorte changer l'image négative qu'ils pourraient avoir ou que les populations de ces pays pourraient avoir à l'égard de l'OTAN, serait une bonne occasion effectivement pour l'OTAN de quelque part effectivement apporter une contribution positive dans cette situation de Covid-19. Et donc je me demande si peut-être votre rapport pourrait en tout cas soulever cette question de savoir si en cas de deuxième vague, l'OTAN considérerait l'opportunité d'apporter une aide peut-être plus visible aux pays de la région qui permettrait effectivement de renforcer un petit peu le partenariat avec ces pays. Merci. Je pense que c'est une très bonne idée, d'autant plus que, comme on dit, c'est dans les situations difficiles qu'il faut apporter des preuves d'amitié ou d'amour, entre guillemets. Et donc, là, ce serait tout à fait le cas et ce serait un investissement qui, je pense, serait un investissement utile pour la région. Mais j'insiste tout particulièrement, je l'ai dit, mais je le redirai peut-être de manière encore plus forte dans le cadre du rapport, par rapport à l'enjeu que dans un cadre multilatéral, tous les efforts qui sont faits par les uns et par les autres en matière donc d'aide au développement et de soutien aux réfugiés donc puissent être sanctuarisés et même développés. Parce que, je ne l'ai pas dit dans mon propos, mais on l'a expliqué dans le rapport, cette région, en fait, est une région qui a subi il y a 10 ans, au travers donc, du printemps arabe, des éléments qui ont quand même déstabilisé la région. Certains États de la région sont en guerre civile ou sont des États faillis. Je pense à la Libye où il y a plus à proprement parler d'État. Et donc, face à cette situation, il est clair que les éléments de réponse à cette crise sanitaire sont assez difficiles. Et que donc, nous allons en plus avoir cette crainte de deuxième vague à l'automne dans l'hémisphère nord, comme on voit
quelques éléments avant-coureurs dans l'hémisphère sud qui ne sont pas très positifs, et que par rapport à cela, ce qui est déjà pas facile pour chacune et chacun d'entre nous au sein de l'Alliance est très difficile, pour ne pas dire impossible, chez certains des pays alliés. Donc même si, comme on l'a expliqué, la relative jeunesse de ces pays a fait que la pandémie n'a pas eu les conséquences aussi dramatiques que celles qu'on aurait pu craindre à certains égards. Je ne sais pas si, Nathan, il y a d'autres demandes de prise de parole. Tout à fait. On a une demande supplémentaire de M. Bak de Turquie. Cher Osman, vous avez la parole. Très bien, merci beaucoup Philippe, merci pour cet excellent rapport. Au sujet de cette pandémie qui constitue un problème évidemment très important pour l'ensemble de la planète et notamment pour la région MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord. Où les systèmes de santé font face à cette pandémie de Covid-19. Bon nombre de pays dans la région rencontrent des difficultés au niveau des systèmes de santé, problèmes économiques également. Et donc, merci beaucoup pour ce rapport. Vous avez traité de toutes ces questions. En tant que membre de la délégation de la Turquie, nous avons présenté un certain nombre d'amendements que nous avons déjà envoyés à Paul Cook sur un certain nombre de paragraphes. J'imagine que vous consulterez ces propositions. En ce qui nous concerne, la Turquie étant particulièrement touchée par le phénomène migratoire et de réfugiés, nous accueillons ces réfugiés comme nous le ferions pour nos propres citoyens. Ils ont la possibilité et le droit de bénéficier de services de santé. La Turquie a également construit 6 nouveaux hôpitaux qui sont terminés et donc nous sommes prêts à aider tous ces pays dans leur lutte contre le Covid-19. Donc la Turquie a prêté main forte à ses voisins. Nous avons envoyé des masques, des équipements. Nous faisons donc preuve de solidarité avec nos voisins dans la région. La Turquie est prête à faire face au Covid-19 avec des infrastructures de santé très solides qui ont été construites ces 15 dernières années. Nous avons également construit des hôpitaux de ville qui sont très importants pour notre infrastructure de santé. Donc ma préoccupation concerne la crise économique qui ne manquera pas de suivre la pandémie, avec probablement une incitation supplémentaire pour les réfugiés à partir, et les alliés de l'OTAN ainsi que l'Union européenne devraient planifier la réaction ou la riposte à apporter, sans quoi nous rencontrerons davantage de difficultés économiques. Comme vous l'avez dit, il y a la question bien sûr du tourisme qui est très importante dans cette région, dans la région MENA. Certains pays cherchent à relancer le tourisme, ce qui n'aura pas lieu en 2020. Donc, c'est une autre difficulté et vous en avez parlé. Et nous, en Turquie, nous sommes toujours heureux de coopérer avec nos alliés, avec nos voisins pour aider à lutter contre la COVID-19 et dans toutes les circonstances qui sont causées par les difficultés économiques. Et donc, nous sommes toujours prêts
à coopérer sur cette question. Et j'aimerais encore une fois remercier Philippe Folliot pour cet excellent rapport et j'aimerais également remercier mon collègue M. Ahmed Belchan pour la région du Sahel qui a également abordé certaines de ces questions et qui a contribué à ce rapport également. Alors, voilà, c'est la situation en matière de COVID-19 et ce genre de réunion, c'est très utile, très productif, le genre de réunion que nous avons aujourd'hui. Merci à nos collègues pour leur soutien et pour répéter encore une fois, nous devons à l'OTAN et à l'Union européenne, il faut des plans, parce qu'on pourrait être confronté à d'autres déplacements de réfugiés de l'Afrique du Nord vers l'Europe. Et c'est pour cela qu'il faut aider les gouvernements de ces pays dans toute la mesure du possible. Donc, nous devons travailler sur ces questions ensemble et j'espère que ce rapport permettra d'orienter un peu les débats sur cette question. Donc, merci encore une fois pour votre excellent rapport. Et merci d'avoir m'avoir permis de faire part de ces quelques points. Merci. Monsieur le vice-président, cher Osman. Écoutez, je pense que à ce stade-là, je pense qu'il n'y a pas d'autres demandes de parole. Donc, Paul, que je remercie donc, et que je vois hocher de la tête, donc, a pris bonne note donc, de tous ces éléments pour pouvoir compléter utilement et avantageusement ce rapport. Donc, juste, je pense que je n'ai pas reçu de demande par rapport à d'autres points divers à aborder. Comme je l'avais mentionné en début de réunion, donc nous allons travailler avec la délégation italienne afin de mettre en place un séminaire qui aura lieu donc, à Rome et à Naples cet automne. Nous faisons au mieux pour nous adapter aux circonstances et confirmer les dates et lieux au plus vite afin que vous puissiez organiser votre participation. Et ce sera vraiment avec un plaisir qu'on se retrouvera parce que c'est bien par la vidéo, mais c'est quand même mieux quand on est tous ensemble. Donc, je vais clôturer donc cette réunion donc du groupe spécial Méditerranée Moyen-Orient. Je tiens à remercier donc tous les membres donc qui sont présents et qui ont participé à cette réunion. Je voudrais remercier notre rapporteur pour son excellent rapport et qui sera encore meilleur après les remarques que vous avez faites donc les contributions que vous n'allez pas manquer d'envoyer. Au nom de l'ensemble des participants, je voudrais remercier aussi et exprimer mes remerciements à nos interprètes qui, dans des conditions pas toujours faciles, ont fait un excellent travail qui nous permettant ainsi de pouvoir communiquer. Un grand merci aussi à Paul, à Anne-Laure, à Nathan et à tous ceux qui, au sein de l'équipe de l'AP OTAN, au niveau du secrétariat, nous ont permis d'organiser cette réunion et faire de telle sorte que cela se passe au mieux. Merci à notre secrétaire général, Roxandra, qui a aussi participé à cette réunion et qui a contribué, je la remercie. Donc je voulais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi à chacune et chacun de vous. Et puis surtout, portez-vous bien, soyez prudents, voilà, parce que la pandémie n'est pas encore tout à fait terminée. Et si vous voulez que nous puissions nous retrouver en présentiel donc cet automne, soyez chacune et chacun très prudents, portez-vous bien ainsi que vos familles. Je vous remercie et à très bientôt à toutes et à tous.